Bonjour à tous et bienvenue à ce talk Tools in Action avec Arnaud Delaunay, Data Scientist de LinkValue, et moi-même, Sandra Piotrowska, Data Scientist de Xebia. Nous allons vous présenter un framework d'L4J qui permet de faire la modélisation Deep Learning sur la JVM. Donc, nous allons que 25 minutes, donc nous vous demandons maximum de concentration puisque nous voulons vous montrer le maximum de fonctionnalités en peu de temps. Donc, c'est parti. Pour commencer, un petit zoom sur le framework d'L4J. Le framework a été créé par une start-up californienne qui s'appelle SkyMind. Il existe depuis 1 an et demi. Il est sponsorisé par la fondation Eclipse. Il y a un gros effort de documentation. Le API est assez complet. Il y a plusieurs fonctionnalités que nous allons voir pendant cette présentation. Il y a beaucoup d'exemples de code. Et nous estimons que c'est plutôt développeur friendly. Mais après, à vous de voir, après cette présentation, si vous aimeriez bien l'utiliser. Comment nous l'avons découvert? Donc, depuis à peu près un peu plus d'1 an, nous travaillons avec Arnaud chez SNCF en mission pour l'équipe marketing. Et un de nos objectifs, c'était de créer un modèle de performance pour modéliser la performance marketing pour cette équipe. Nous avons exploré plusieurs approches, des modèles de machine learning, de deep learning, et il s'avère que c'était le modèle de deep learning qui a eu de meilleurs résultats. Et puisque tout le stack technique qui était chez SNCF déjà développé, il était développé en Java et en Scala, nous avons cherché un framework qui va nous permettre de faire cette modélisation en Scala. Et du coup, nous avons découvert ce framework. Aujourd'hui, ça va faire presque 1 an que le modèle de L4J tourne en production. Et pour vous illustrer l'ensemble des fonctionnalités de framework, nous avons créé une application qui s'appelle Draw-Me-A-Cat. Et derrière cette application, il y a le modèle de réseau de neurones qui tourne et qui a pour l'objectif de reconnaître qu'est-ce que je vais dessiner dans ce carré. Donc maintenant, avec les talons plus ou moins évolués, je vais essayer de dessiner un chat et le modèle doit normalement deviner qu'est-ce que c'est. Et voilà, donc on voit que pour l'instant, cette probabilité, cette confiance que c'est un chat est très basse. Donc pendant cette présentation, pendant les prochaines 20 minutes, nous allons essayer d'améliorer ce modèle avec les différentes fonctionnalités de L4J. Et maintenant, je passe la parole à Arnaud pour décrire les différentes briques. Merci Sandra. Donc en effet, l'idée de ce talk, c'est vraiment d'alterner entre les slides, le code et l'application pour qu'ensemble on puisse réussir à avoir mieux que l'aléatoire et d'avoir une chance sur 10 de dire que c'est un chat. Avant de passer du coup au code, laissez-moi vous présenter le framework de manière globale. Donc Deep Learning for Java en fait va contenir différents sous-modules qui vont chacun avoir leur rôle spécifique dans le traitement de la donnée et la modélisation. DataVec va vraiment s'occuper de toute la partie ETL, extract, transform, load des données pour les vectoriser en des tenseurs. Ensuite, une fois qu'on a ces tenseurs, c'est ND4J qui va vraiment englober toute la partie d'algèbre linéaire pour faire des calculs matriciels avec ces tenseurs. Et enfin, on va avoir le sous-module DL4J qui lui va contenir toute la partie intelligence et modélisation. C'est avec DL4J qu'on va vraiment pouvoir construire nos modèles et fitter nos modèles sur nos données. Et donc vous voyez qu'au sein de Deep Learning for Java, on a l'ensemble de la pipeline de valeurs, depuis les sources de données jusqu'à la création des modèles, qui est gérée. En termes de configuration, donc Sandra vous l'a dit, la documentation est très bien faite et ils sont très accessibles les contributeurs, donc tout est bien expliqué en ligne. Mais il faut savoir que donc, ça a été implémenté pour pouvoir tourner sur CPU, mais comme vous le savez, pour ceux qui font du deep learning, c'est assez gourmand. Donc il y a une implémentation CUDA qui existe, même cuDNN pour accélérer encore plus les calculs si vous avez la librairie. Et enfin aussi, on a la possibilité de pouvoir paralléliser les calculs sur plusieurs GPU. Donc tout ça, ça a été pensé par les contributeurs lors de l'écriture de cette librairie. Et enfin, vous, du côté dépendance, faut bien penser à importer les différents sous-modules qui vont être indépendants, donc Deep Learning for Java, ND4J, ceux que je vous ai présentés. Comme dans chaque modélisation de deep learning, tout d'abord, nous devons préparer la donnée. Donc cette étape, il se compose de 3 grandes étapes. On va d'abord charger la donnée, ensuite on va faire les différentes transformations, donc la normalisation, le scaling des variables, et après, on va le mettre en bon format pour que notre modèle de deep learning puisse le lire. Comment ça s'inscrit dans le framework d'L4J? Donc, nous allons utiliser la classe DataSetIterator qui va permettre à itérer sur l'ensemble de nos données, batch par batch, pour ensuite envoyer un objet dataset qui va contenir plusieurs ND-arrays. Nous allons retrouver un ND-array de feature. Donc, dans les features, le format, ça sera nombre d'exemples fois le format de feature
donc les différentes caractéristiques, le timestamp, si on traite des données type time series, et un end array avec des libellés. Ensuite, une fois qu'on récupère et qu'on est capable de récupérer ces données sous forme de batch, il faut qu'on puisse construire notre réseau. Et donc là, on va utiliser DL4J pour architecturer notre réseau. DL4J nous met à disposition deux grandes classes, les multilayer network d'un côté et le competition graph de l'autre. Multilayer network, c'est un peu comme le sequential de Keras, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Keras. C'est-à-dire, c'est une API qui est très simple à utiliser et qui va nous permettre de construire un modèle qui va juste être une séquence de couches les unes après les autres. Donc c'est vraiment pour les modèles séquentiels. Et on va pouvoir utiliser la rétropropagation de fonctions de coût, donc de loss, assez usuel en backward. Donc là, c'est vraiment pour les modèles assez simples, c'est ce qu'on va construire ensemble pour reconnaître nos dessins. Ensuite, il faut savoir qu'il y a Competition Graph qui existe aussi pour les réseaux un peu plus complexes, les réseaux à branches. Si par exemple on veut traiter à la fois une image et du texte, on ne va pas traiter les deux inputs de la même manière, et donc on va faire deux branches qui vont traiter ces deux inputs-là. Et puis on peut aussi, si on veut faire du multitâche, utiliser des fonctions de coût un peu plus complexes, et donc là c'est encore Competition Graph qui va répondre à notre besoin. Donc pour éclairer un peu mes propos, on a fait deux petits exemples assez simples. Le multilayer network à gauche, je veux traiter par exemple une donnée séquentielle, donc je vais utiliser une couche LSTM puis une couche dense en sortie, tout simplement. Voilà, c'est là que multilayer network va avoir son rôle à jouer. En parallèle, le competition graph, si je veux traiter l'image qui est l'input A et le texte qui est le sous-titre de l'image en input B, je vais faire des opérations sur ces deux inputs différentes, donc ces deux branches-là, qui après je vais concaténer en utilisant la notion de vertex. Donc vraiment, vertex, c'est juste pour concaténer les sorties de plusieurs couches, puis après je peux continuer à stacker les couches les unes en dessous des autres. Ok, assez de slides pour le moment, on va essayer de coder ça ensemble. Donc là, on a préparé ici un train main assez basique, où on utilise, donc on définit quelques constantes qui vont nous permettre de récupérer les données. Et ici, on va pas rentrer, on n'a pas le temps de rentrer en détail dans le dataset iterator, mais on a un objet drawing iterator qui nous permet, en fonction d'un pass de train, un pass de test, d'aller nous renvoyer ces datasets iterator. Et donc train et test ici sont deux datasets iterator qui vont nous servir pour entraîner notre modèle de deep learning. Et pour construire ce modèle, on va d'abord en fait on va construire une configuration. Donc pour ça, on voit qu'à chaque fois, j'utilise l'autocomplétion. Hein, c'est un modèle, un langage compilé, donc c'est assez agréable de pouvoir utiliser cette autocomplétion pour naviguer dans le code et construire petit à petit ce qu'on a envie de construire. Et donc le principe à chaque fois, il va être simple. Je vais utiliser le builder que je vais build pour définir ma configuration. Et entre le builder et le build, je peux donner pas mal de paramètres. Et donc là, comme c'est juste une liste de couches qui vont s'enchaîner les unes avec les autres, je vais faire appel à la méthode list. Et ensuite, chacun des layers, je vais faire appel à la méthode layer. Donc pour le premier layer, je vais créer un layer de convolution, parce que c'est des dessins, les convolutions ça marche bien dessus. Donc la librairie me propose directement un convolution layer. Donc je fais appel à ce convolution layer. Et le même principe, je vais faire appel à son builder pour pouvoir directement paramétrer à quoi va ressembler ce convolution layer. Hop, à la fin je le build. Et entre le builder et le build, je vais pouvoir donner tout un tas d'informations. Déjà dans mon builder, il faut que je donne la taille de la fenêtre de convolution. Donc là on va mettre 3 par exemple. Ensuite, je peux donner le stride, donc c'est comment la fenêtre va glisser sur mon image. Donc à chaque fois un pas de 1. Et je peux définir le nombre de filtres que je vais utiliser. Donc 16 pour la première convolution. Ensuite, comme c'est une couche, il me faut une fonction d'activation. Donc là pareil, tout simplement, je fais appel à la méthode activation. Et je viens chercher ici dans la classe activation toutes les activations qui sont disponibles directement dans la librairie. Donc c'est assez agréable à utiliser. Voilà, très facilement, je peux utiliser l'activation relue. Ensuite, on a fait une couche de convolution. Assez classiquement, on va faire une couche de max subsampling. Donc pour ça, j'utilise le subsampling layer, qui est une fois de plus donné dans la librairie. J'utilise le builder, que je build. Et dans le builder, je vais lui passer directement le type de subsampling que je veux. Donc on a dit que c'était un subsampling, un pooling de type max. Donc je vais prendre juste le max d'une fenêtre de mon image. Et donc là, cette fenêtre-là, je la définis avec kernel size. Hop. Et donc là, très facilement, j'ai mes deux premières couches qui ont été stackées les unes en dessous des autres. Et bon, on va pas vous bassiner avec moi qui écris lentement du code, donc on a préparé des petits templates qui nous permettent d'écrire le reste. Et donc là, j'avais mes deux premières couches que j'ai écrites, et ensuite j'enchaîne avec une autre couche de convolution, le subsampling, une couche de convolution, le subsampling, le dense,
et l'output. Donc on voit à la fin, je finis par 2 dense layers. Il y en a un qui s'appelle dense layer, assez classique, et l'autre qui s'appelle output layer. Pourquoi je l'appelle output layer ici? Parce qu'en fait, je vais pouvoir directement paramétrer la fonction de coût. Donc directement dans la dernière couche, comme je sais que c'est la dernière couche, je peux lui passer la loss function qui vient une fois de plus de la librairie. Et donc mxsense, ce que ça veut dire ici, c'est multiclass, cross-entreprise. Et comme ça, mon modèle, il sait que pendant l'entraînement, pendant la backward, il va passer cette fonction de coût pendant l'entraînement. Et voilà, donc là, j'ai ma configuration de modèle qui est prête à être utilisée. Merci Arnaud. Donc nous avons implémenté l'architecture, les différentes couches de convolution, des couches de sortie. Et maintenant, pour pouvoir fitter notre modèle, nous allons implémenter plusieurs paramètres. Donc tout d'abord, nous allons initialiser des poids. Dans Delforge, il y a plusieurs initialisations qui sont disponibles. Nous allons voir ça juste après. Nous allons choisir un learning rate, un updater, qui est plus connu sous le nom optimizer dans le framework Keras, TensorFlow. Et ensuite, une étape optionnelle, on pourra implémenter une régularisation. Il y a aussi plusieurs régularisations qui sont disponibles, dropout, les normes L1 ou L2. Donc voilà, tout au début de notre architecture, je vais ajouter, comme nous avons dit, donc la initialisation des poids. Il y a plusieurs initialisations qui sont disponibles. Nous allons toute la liste déroulante. Nous allons choisir une initialisation Xavier, qui est la plus connue. Et ensuite, nous allons ajouter un updater Adam, qui est aussi un des plus connus, auquel on va passer un learning rate de notre choix. Donc ici, en l'occurrence, un 10 puissance 3. Une fois qu'on a développé toute la configuration des modèles, on a ajouté des paramètres, nous allons pouvoir entraîner notre premier modèle. Donc je vais l'appeler Network. Le multilayer network, auquel je vais passer la configuration que nous avons définie. Ensuite, je vais pouvoir initialiser notre réseau. Toujours autocomplétion assez utile. Et ensuite, je vais pouvoir faire le fit sur les données de train que nous avons déjà pré-traitées. Et maintenant, nous avons tout le réseau qui est défini. Nous allons faire une époque et on va sauvegarder ces modèles. Donc c'est parti. Nous allons voir dans le RAN quelques logs. Donc nous voyons qu'on load les données, on voit quelques informations, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment des informations sur la performance de notre modèle. Donc ça prend quelques secondes. Et comment ajouter des informations sur les époques et sur la performance, nous allons voir après avec Arnaud. Donc voilà, nous avons le premier réseau. Nous pouvons retourner sur le site de notre démo. On va reloader le modèle avec ce bouton et on va voir si le modèle déjà performe un peu mieux. Bon, on voit que maintenant la confiance que c'est un chat, c'est 24-25%. Ça a l'air d'être moins aléatoire. C'est moins aléatoire. C'est moins aléatoire, exactement. On va essayer de faire mieux. Donc, comme vous avez vu, quand nous avons implémenté les différents paramètres, initialisation des poids, updater, learning rate, tous ces choix des paramètres, c'est assez arbitraire. Donc, c'est le travail de data scientist pour faire les différents choix de paramètres et trouver la meilleure combinaison qui va permettre d'avoir les performances suffisantes. Et une des fonctionnalités que Delforge nous fournit, c'est un arbitraire qui permet à automatiser le choix de différents paramètres. Pour configurer arbitraire, nous devons répondre à 5 questions. Donc la première, est-ce qu'on veut faire le random search ou le grid search de paramètres? Ensuite, on doit définir le test et le train set sur lesquels on va faire les tests des différents paramètres, les combinaisons de paramètres. On va dire où est-ce qu'on veut sauvegarder le modèle, qu'est-ce qu'on veut optimiser avec le score function, et ensuite, quand on veut terminer notre choix des paramètres et finaliser le choix des paramètres. Plus concrètement, comment ça s'inscrit dans le code? Donc ici, nous avons fait une partie de arbitraire pour Candidate Generator. Nous spécifions Learning Rate hyperparam, où on va passer cette fois-ci pas qu'un seul paramètre, mais 2. Donc Continuous Parameter Space. Et ensuite, dans notre réseau, donc la configuration, dans l'updater, nous allons passer cette variable qu'on vient de définir, donc Learning Rate hyperparam. Et après, dans le Candidate Generator, ici en l'occurrence c'est un Random Search Generator et pas le Grid Search, nous allons passer cet espace de paramètres que nous avons défini pour qu'il puisse faire les différents tests et choisir la meilleure combinaison.
Un autre moyen pour paramétriser notre réseau et d'être sûr que nos performances sont les meilleures, c'est d'implémenter un early stopping. Pour éviter overfitting, pour éviter de faire trop de nombres d'époques et surapprendre sur nos données, nous allons dire à notre réseau qu'à certains moments, il faut qu'il arrête l'apprentissage puisqu'il a déjà une capacité de généraliser et il ne se reprend pas sur les données de train. Et comme vous avez pu le voir aussi sur le lancement de la seule époque d'entraînement que Sandra a lancé, on n'avait pas beaucoup d'informations dans les logs, on avait du mal à suivre les performances de notre modèle pendant l'entraînement. Et en fait, pour ça, le DL4J nous fournit pas mal d'outils pour évaluer les performances du modèle pendant l'entraînement. Et il y en a un qu'on a voulu mettre en lumière, c'est la DL4J UI. C'est une application web qui est très facile à utiliser, qui vient en fait s'attacher au modèle et qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir naviguer dessus pendant l'entraînement du modèle et voir tout un tas d'informations, notamment la loss qui décroît si tout se passe bien. Ok, donc vous inquiétez pas, on va essayer d'implémenter tout ça ensemble. Donc tout d'abord, on va commencer par la fin, donc commencer par set UI. Donc pour ça, je vous... Hop, ouais. Donc on n'aura plus besoin de ce fit parce que vous allez voir pourquoi. Donc, l'UI, comment ça se passe? En fait, il faut que j'instancie l'UI server. Donc, j'utilise la méthode getInstance de UI server qui soit me la crée, soit la récupère si elle est déjà créée ailleurs. À cette UI server, il faut que j'attache l'endroit où sont stockées mes statistiques de performance du modèle. Donc, je vais créer comme ça un stat storage et je peux utiliser plusieurs types de stat storage. Ici, on a choisi celui en mémoire. Mais on pourrait utiliser sur disque, on pourrait utiliser sur HDFS, enfin tout un tas de stat storage disponibles. Et donc là, j'attache à mon serveur ce stat storage. Maintenant, ce stat storage, il faut que je lui fournisse les statistiques de mon modèle. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le modèle qu'on a construit ensemble. Et on va appeler la méthode setListener, où je vais lui donner des listeners qui vont vraiment récupérer l'information que le modèle a donnée. Et ici, donc, il y a un stat listener qui va écrire les informations du modèle dans le stat storage. Comme ça, l'UI aura accès à ça. On peut ajouter d'autres types de listeners. On a mis un exemple ici, le performance listener, qui me permet, toutes les époques, de donner des informations sur les performances de mon modèle dans la console. Ensuite, donc, comme l'a dit Sandra, on n'a pas envie d'overfitter, donc on va utiliser l'early stopping. L'early stopping, en fait, il va nous donner un canevas d'entraînement, et pour ça, on va le construire avec une configuration. Donc de la même manière que tout à l'heure, on va utiliser la configuration, le builder d'une configuration, donc le early stopping configuration qu'on voit ici, le builder à qui je dis que c'est un multi-tier network, et la première chose que je lui passe, c'est les conditions d'arrêt. À quel moment j'ai envie d'arrêter l'entraînement parce que je risque l'overfitting. Donc je peux lui donner plusieurs conditions. Une première, c'est je ne veux pas dépasser 15 époques. Une autre ici, qui est très importante, c'est de dire, bon si pendant 5 époques de suite, je ne fais pas de progrès dans mon apprentissage, enfin je ne fais pas de progrès de score sur le test, ça veut dire que je suis en train de surapprendre sur mes données d'entraînement. Pour ça, il faut que je lui donne la manière de calculer ce score. Donc je lui dis qu'il faut calculer le coût sur notre dataset itérator de test. Et je lui dis de faire ses évaluations toutes les époques. Donc vous voyez, c'est assez simple à utiliser, assez intuitif. Ensuite, donc, une fois que j'ai cette configuration-là, je vais pouvoir utiliser en fait un early stopping trainer. Donc c'est vraiment ce canevas dans lequel je vais pouvoir faire mon entraînement. Je lui passe l'early stopping conf que je viens de définir, je lui passe mon réseau de neurones, et je lui passe mes données d'entraînement. Comme ça, il a tout ce qu'il lui faut pour lancer les entraînements. Je récupère les résultats au pluriel en faisant trainer.fit. Je n'ai pas besoin ici de repasser train parce que je lui ai déjà donné ici. Et pourquoi plusieurs résultats? Parce qu'il va enregistrer en fait les états du modèle aux différentes époques. Mais moi, ce qui m'intéresse à la fin, c'est de récupérer best model. Et donc je vais chercher dans result, tout simplement, donne-moi le meilleur modèle. Donc là, ici, j'ai un modèle entraîné qui a été le meilleur sur les différentes époques qu'on aurait pu faire. Et ce best model, j'ai envie de l'écrire à la place du network de tout à l'heure. On peut relancer mon train main. Et donc là, toujours les informations de load de données. Et vous allez voir directement. Donc déjà, il dit qu'il lance l'UI sur le port 9001. Et en plus, là, paf, tout de suite, il est beaucoup plus verbeux. J'ai beaucoup d'informations sur ce qui se passe. On peut un peu contrôler ça. Ensuite, si je retourne sur l'appli, donc j'ai lancé l'UI sur le port 9001. Donc là directement, je ne l'ai pas codé cette application web, c'est DL4J qui nous la donne, et on voit en live le modèle qui s'entraîne et la loss qui décroît, donc on est plutôt content, on a un modèle qui a l'air de converger pour le moment. On peut voir aussi que la tête qu'avait le modèle pour être sûr qu'on avait bien construit le bon modèle ensemble. Donc ça va prendre un peu de temps, donc vous rassurez-vous, on l'a fait tourner juste avant de venir,
Et on l'a indiqué avec ce bouton, le Restore Best Model, qui nous permet vraiment d'avoir le modèle que je suis en train d'entraîner. Donc, je recommence. Allez, je recommence. Je vais essayer. Donc là, il reconnaît un snake pour l'instant. Oh, il est assez fort, parce que directement, juste les oreilles lui permettent. Je vais essayer de le tromper un peu en lui disant que c'est peut-être un soleil. Mais en faisant les yeux, hop, il est sûr de lui. C'est un chat qu'on a dessiné. Voilà, le best model qui a fonctionné. Donc aujourd'hui, pour cette démo, nous avons travaillé sur un petit échantillon des données des images. Et souvent, dans les problématiques de deep learning, nous allons traiter beaucoup de données et nous avons besoin parfois des données qui sont des modèles qui sont déjà pré-entraînés. Dell4j nous fournit un API qui s'appelle Transfer Learning, qui permet de récupérer les modèles qui sont déjà pré-entraînés sur les grosses bases de données, pas sur les machines puissantes et pas comme la mienne. Et donc, on peut récupérer ces modèles, on peut modifier leur architecture, on peut modifier ses configurations, ou bien récupérer le modèle en tant que tel, geler l'ensemble des paramètres, et ensuite apprendre les dernières couches de réseau de neurones sur le cas spécifique à nous. Dans Dell4j, nous avons aussi des Zoo Models. Donc, c'est une banque de modèles pré-entraînés qu'on peut réutiliser. Les modèles sont entraînés sur les données des images, sur les données textes. Et la seule chose dont on a besoin pour les utiliser, c'est d'importer une dépendance Zoo dans le projet. Et une autre bonne nouvelle pour ceux qui sont plutôt Keras, plutôt TensorFlow, nous pouvons utiliser des modèles entraînés déjà sur Keras dans le framework Dell4j. Donc, nous connaissons Keras surtout pour le prototypage. Nous savons qu'avec quelques lignes de code, nous pouvons voir, on peut créer un réseau de neurones. Et ensuite, on peut la sauvegarder dans le format H5, donc typique pour Keras. Et après, dans Dell4j, avec la classe Keras Model Import, on peut importer le modèle de Keras et l'utiliser dans notre projet Scala ou Java. Ok, donc Sandra, on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui. On a voulu essayer de peindre un peu de manière globale la librairie Dell4j, donc on va vous faire quelques rappels. Déjà, donc côté processing, on a des sous-modules qui sont DataVec et ND4j qui sont vraiment dédiés à ça. Ensuite, pour construire vos réseaux de neurones, deux grands types de classes, multilayer network pour les modèles séquentiels, computation graph quand il y a des réseaux à branches avec des coûts un peu plus complexes. Pour fitter, on peut passer pas mal d'informations, des updaters, le learning rate. On peut même utiliser un arbiteur qui va nous permettre de tester différents hyperparamètres. Pour l'évaluation, on a ce qu'on appelle des listeners qu'on attache à nos réseaux de neurones et on a même une application UI qui est disponible. Et enfin, on peut faire du transfer learning en utilisant des modèles préentraînés, soit venant de Zoo, soit venant de Keras, pour ceux qui aiment le prototypage. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout simplement que Dell4j est le meilleur de tous les frameworks. Regardez, il est bien meilleur que TensorFlow Keras, il le bat sur toutes les lignes. Non, bien sûr, c'est une blague. Nous, on est data scientists, comme le disait Sandra au début du talk. On adore Keras, TensorFlow. On adore d'autant plus depuis la version 2.0 TensorFlow qui embarque Keras directement pour tout un tas de raisons que vous devez connaître sûrement si vous l'utilisez. Mais on a découvert, et c'était vraiment une bonne surprise de découvrir Dell4j dans notre projet chez le client. Et en fait, on a trouvé une simplicité de l'API, donc des performances de calcul qui sont complètement équivalentes. En termes de visualisation, on a des outils comme l'UI qui sont disponibles, la distribution sur Spark bien évidemment, puisqu'on reste dans la JVM. Et surtout, comme c'est un langage compilé qu'on utilise, Java ou Scala, on peut vraiment utiliser la puissance aussi de l'IDE qui nous permet de nous guider petit à petit avec l'autocomplétion. Donc voilà, merci à tous de votre attention et on espère que ça vous a plu. Merci. Je vais juste rajouter une dernière chose. Donc, pour ceux qui voudraient passer un peu plus de temps sur le code, on a tout est dispo sur mon repo. Donc, il y a mon GitHub en bas à droite. Je tweeterai aussi à propos pour que vous puissiez aller voir derrière et tester par vous-même. Merci. Il est temps. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a 5 minutes pour les questions. Oui, bonjour. J'avais juste une question, en fait, et je ne sais pas si vous l'avez dit au début, quels étaient les cas d'usage concrets dans lesquels vous avez utilisé ce framework donc chez WeSNCF, si vous pouvez le dire, bien sûr. Nous avons utilisé un réseau de neurones LSTM, des couches LSTM, pour des données type time series. Donc,
C'est pour le marketing, il fallait qu'on arrive à prédire certaines performances. Et donc du coup, c'était des données séquentielles, donc on a construit un réseau de neurones LSTM. Et comme l'ensemble de l'applicatif tourne sur Spark, l'applicatif est codé en Scala. Pour la partie prototypage, on avait utilisé Keras, mais pour la partie déploiement et vraiment intégration avec le reste de l'applicatif, on a utilisé Delforge. Pardon, j'ai aussi une petite question. On peut importer des modèles de Keras, on peut importer aussi des choses de PyTorch. Pas à ma connaissance, non. Après, voilà, ne pas hésiter à aller sur Gitter, ils sont assez réactifs. Nous, on a eu des problèmes au début de compréhension de telle ou telle classe. On posait les questions sur le Gitter, ils répondaient directement les contributeurs. Donc, c'est le genre d'idée qui serait preneur de ce genre d'idée, je pense. Si vous voulez faire tourner ça sur du Massive Cloud, plein de GPU, comme on ferait avec TensorFlow, votre petit truc de petit chat, si vous en voulez des millions, est-ce que vous pouvez le faire avec DL4-4J? Comment ça se passe? C'est juste Spark ou En fait, non, c'est indépendant de Spark. On peut utiliser en fait la partie. Si on balançait ça sur le cloud, est-ce qu'on peut, comme on peut le faire avec TensorFlow? Aujourd'hui, je fais un modèle avec TensorFlow, je le fais tourner sur une petite puce qui n'a pas trop de processing, ou sur mon ordi, ça marche. Et si je veux le faire tourner chez Google avec 150 000 serveurs, je peux. Est-ce qu'avec DL4-4J, on a ce genre de modèle? Donc avec Delforge, on peut utiliser en fait la partie compilée sur multi-GPU. Et donc il suffit après de compiler le code et puis de l'envoyer sur des serveurs qui ont plusieurs GPU. Après, là-dessus, je ne m'avance pas trop parce qu'on ne l'a pas utilisé, nous, l'entraînement sur multi-GPU. Mais en tout cas, c'est fourni dans la doc complètement. Ça reste sur la JVM, donc on compile l'ensemble de l'applicatif qu'après on peut utiliser. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, vous disiez qu'en termes de performance, c'était pareil que Python. Vous avez fait des bench ou vous avez des comparatifs ou c'est le discours marketing de Performance de calcul ou performance de entraîner de manière générale. C'est une activité, le machine learning généralement très consommatrice. Ouais. Et le Java, parfois, ça, je sais pas, et c'est moins optimisé parce que je me dis qu'il y a moins de gens qui travaillent dessus. C'était juste si vous aviez fait, si ça existait ou si c'était votre point de vue, autant qu'entraînement qu'en prédiction. Ouais. Du coup, nous, pour être honnête, donc on n'a pas noté de différence notoire. Donc on n'a pas non plus fait d'énormes benchmarks. On avait peut-être des temps d'entraînement un tout petit peu plus longs sur DL4J. Mais bon, c'est de l'ordre du raisonnable parce que de toute façon, on n'avait pas besoin d'entraînement on the fly. Voilà. Et après, en termes de performance des modèles, non, c'est à peu près équivalent. C'était comparatif. Nous avons fait des tests sur les échantillons des données en utilisant Keras, en utilisant Delforge sur des sous-échantillons des données. Et les performances étaient très similaires. C'est comme ça, nous avons d'abord prototypé sur Keras et après nous avons voulu avoir les mêmes performances avec Delforge. Donc c'était un des critères d'acceptance pour passer en Delforge en production. Une dernière question ici, je crois. En attendant. Vas-y. Merci. Est-ce que pour les trop grands modèles, quand il y a le modèle pèse vraiment beaucoup, est-ce que les données sont managées dans mémoire ou off-heap? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Pardon. Est-ce que les données, comme Spark par exemple, il peut garder les données off-heap? Donc est-ce que c'est pareil ou ils sont dans l'heap? Ouais, alors il y a la notion de, c'est une bonne question, on n'en a pas du tout parlé, il y a la notion de workspace qui va du coup gérer en fait la partie gestion de la mémoire et notamment aussi la partie garbage collector de la JVM. Et donc il y a à la fois d'un côté le dataset itérator qui vont embarquer en mémoire que certaines données, donc depuis des données écrites sur le disque. Et en plus, en fait, DL4J va utiliser ce qu'ils appellent des workspaces pour gérer de manière un peu plus optimisée la mémoire et le garbage collector de Java. Voilà. Merci. Tu veux dessiner autre chose? Vous pouvez venir dessiner après si vous voulez. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup.